Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la Solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de Retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 151e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 février, il est exactement 11h03 et nous allons continuer aujourd'hui à parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, mais également d'une autre course qui concerne nos 2 invités du jour et aura lieu au mois de juillet, le Tour Voile. Notre premier invité est triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, également triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, dont il a encore pris la 2e place en IMOCA en novembre dernier, aux côtés de Johan Richomme. Il sera cette année le directeur de course du Tour Voile. Il s'agit bien évidemment de Yann Eliès, qui est chez lui du côté doré. Salut Yann. Salut Axel. Notre second invité a été délégué général de la classe ultime. Il a ensuite fondé la société Ultime Sailing qui organise aujourd'hui plusieurs courses, le Tour Voile, mais aussi les 24 heures ultimes à Lorient, le trophée Banque Populaire Grand Ouest en Figaro et la nouvelle Nidji 40 en classe 40 qui partira en avril entre Belle-Île et Marie-Galante. C'est Emmanuel Bachelry qui est du côté de Paris. Salut Emmanuel. Salut Axel. Eh bien, messieurs, on va commencer par parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, alors que s'achève le 37e jour de course, comme d'habitude. Je commence par un petit récapitulatif d'une semaine encore très riche en faits de course, avec 3 passages de Cap Horn. D'abord celui de Charles Caudrelier mardi dernier, après un peu plus de 30 jours de mer. Ensuite, ce dimanche d'Armel Lecléache, puis de Thomas Coville. Ce mardi, en fin de matinée, le Maxi Edmond Rothschild est au nord de Rio, à moins de 4 500 000 de l'arrivée. Il devance d'environ 1 700 000 Banque Populaire 11, qui lui-même compte 400 000 d'avance sur Sodebo Ultime 3. À l'arrière de la flotte, Anthony Marchand a observé une 2e escale technique d'un peu plus de 24 heures entre samedi et dimanche dernier à Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande, pour une réparation du dispositif permettant au foil tribord actuel Ultime 3 de rester en position basse. Il est actuellement en plein Pacifique avec environ 1000 milles d'avance sur Éric Perron qui ferme la marche sous la Nouvelle-Zélande. Voilà pour ce petit topo de la semaine. Messieurs, racontez-nous l'un comme l'autre comment vous vivez un peu cette course autour du monde. Est-ce qu'elle vous passionne? On va commencer avec toi, Yann. Ah bah ouais, c'est clair qu'elle me passionne cette course. Même si effectivement depuis une petite semaine c'est un tout petit peu moins excitant parce que c'est vrai que Charles a été obligé de ralentir pour passer le Cap Horn. Et puis ensuite il y a eu quand même pas mal d'écart effectivement
avec ses deux poursuivants, mais finalement c'est en train de bien se resserrer. Armel a un parcours vraiment atypique dans tous les tours du monde que j'ai jamais vu, hein, c'est-à-dire faire le tour de la Nouvelle-Zélande pour éviter une dépression. Et puis Thomas et Armel ont eu une semaine quand même assez intense avec une traversée du Pacifique vraiment à vitesse grand V. Donc voilà, on a une course certes qui est peut-être un petit peu moins stressante, passionnante que la descente de l'Atlantique, mais qui néanmoins, à travers voilà les aventures des 5 coureurs, est rentrée dans une autre dimension, une dimension Grand Sud, quoi, hein, avec une gestion de la mer, du vent. On voit que les bateaux choisissent leur gamme de vent, leur gamme de mer, enfin essayent de choisir. Charles qui a été obligé de ralentir et vraiment d'attendre très 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 longtemps pour passer le Cap Horn et qui est maintenant plus dans une forme de gestion. Et puis les deux derniers concurrents qui sont pour Anto avec un bateau et qui manque un foil, qui a oublié de s'arrêter une nouvelle fois. Eric qui est vraiment dans la gestion de son projet, qui lui vraiment veut arriver et qui gère son matériel comme il peut. Donc ouais, je trouve que c'est passionnant, ça ramène tout le monde à ce qu'est un tour du monde, quoi. Ça peut pas être qu'une compète, c'est aussi une aventure, surtout sur des ultimes. Donc voilà, je suis ça vraiment avec attention et j'espère que tous les 5 maintenant arriveront à couper la ligne d'arrivée. Emmanuel, toi, tu as participé, tiens, je le rappelais tout à l'heure, tu as été délégué général de la classe ultime, tu fais partie encore de la classe ultime avec la société Ultime Sailing. Tu as donc participé à la création de cet Arkea Ultime Challenge Brest. Est-ce que c'est la course que tu imaginais? Alors, je trouve déjà, pour prolonger ce que dit Yann, que quand il parle c'est une plongée dans le Grand Sud aujourd'hui. Je trouve que ce que font ces 5 garçons aujourd'hui, et malheureusement sans Tom maintenant puisqu'il a abandonné, après l'incident qu'il a eu avec son bateau, je trouve que ce que font ces 5 bonhommes est proprement exceptionnel, extraordinaire. Là, pour le coup, je suis pas déçu quant à ce qu'on nourrissait au sein de la classe ultime depuis maintenant plus de 10 ans. C'est une course dont on parle depuis plus de 20 ans, que nous, au niveau de la classe, on a évidemment suivi d'assez près, tant dans sa conception, dans sa genèse, que dans son début de production, que dans son organisation finale. Donc si tu veux, on suit ça, en tout cas moi, il y a pas une heure depuis le 7 janvier où je regarde pas où en sont les garçons et dans quel état sont les bateaux et dans quel état ils sont eux, en tant que marins. Et je trouve que s'il y a une petite, c'est vrai que sportivement, Yann a raison. Maintenant, il y a tellement d'écart entre le 1 et le bloc 2-3, qu'entre le 2-3 et le 4, qu'entre le 4 et le 5, qu'on peut considérer que sportivement, il y a un intérêt plus relatif. Mais ces tours du monde, ils sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils sont une aventure humaine et une quête de soi et un dépassement de soi. Anto le disait très très bien à son départ de son deuxième pit stop. Il disait exactement ce que François Gabard avait dit en rentrant de son Vendée Globe 2012-2013. Anto dit je ne pensais pas qu'on pouvait aller chercher autant de choses en soi que dans le cadre d'une épreuve de cet acabit-là. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, qu'on ne le entre guillemets qu'on ne le crie pas assez. Ce que font ces 5 bonhommes est proprement exceptionnel, quelle que soit leur plateforme. Alors évidemment, il y a une prime au premier parce que Charles, il fait une course qui est époustouflante, je trouve, mais époustouflante depuis le début. Ils avaient fait le pari de faire un tour du monde en mode volant. Ils sont en passe d'y arriver. Et ils ont été les premiers à tenter ce pari-là. Et ils ont embarqué tout le monde derrière eux. Et je trouve qu'il est à 4500 milles d'une victoire que je lui souhaite. Parce qu'il a tellement bien mené sa course depuis le départ que on peut... Alors, ça veut pas dire qu'on ne souhaite pas que les autres gagnent. Mais je trouve que le symbole, pour le coup, est aujourd'hui très joli. Donc évidemment que je la suis, et évidemment que j'espère que les 5 arriveront à Brest. Vraiment, parce que même si pour les 2 qui sont 4 et 5, on est encore loin de Brest. Ouais, on va reparler des performances de Charles et du parcours de Charles Caudrelier. Juste un petit dernier mot là-dessus. Comme le disait Yann, hein, il y a quand même un peu moins, on est plus passé dans la dimension aventure que dans la dimension régate. Est-ce que finalement c'était prévisible compte tenu quand même alors à la fois des écarts de performance, mais peut-être aussi des écarts de préparation entre les différents bateaux, Emmanuel?
Alors, je sais pas, là pour le coup, moi je laisse toujours parler les marins sur ce qui les concerne, c'est-à-dire le domaine maritime et le domaine sportif et le domaine de préparation des bateaux. Il se trouve que le bateau que skippe Éric Perron, on le connaît bien nous, puisque c'est le nôtre, donc on savait que le degré de performance du bateau était en gros, il y a un écart de 25 à 30 de range de perf au près, et il y a entre 10 et 15-18 au portant. Donc de toute façon, l'objectif d'Éric était de finir, et il poursuit ça depuis le départ. Et en termes de préparation, même s'il a eu un temps beaucoup plus contraint que les autres, c'est une certitude, il a préparé le bateau très très bien. Donc euh, donc je suis pas du tout surpris du positionnement qui est le sien par rapport au reste de la flotte. C'était attendu. Encore une fois, l'objectif c'est qu'ils finissent. Sur les 4 autres, on savait aussi, et c'est pas Yann qui me démentira, je pense, on savait aussi que compte tenu du fait que ces bateaux ont 6 appendices sous la coque centrale et les flotteurs, de fait, le risque d'aller chercher, de croiser une bille de bois, un tronc d'arbre, un container, ou d'autres types d'OFNI, fait que, bah oui, le risque existe, mais on le savait tous au départ. C'est pas une Ouais, bien surprise. sûr. Ouais, Donc, ouais. et ça rend la performance d'autant plus exceptionnelle. Ouais, ouais. Yann, justement, il y a une dimension particulière sur ce tour du monde. C'est les escales techniques qui sont autorisées. Quasiment tous les marins, 5 des 6 marins, se sont arrêtés en route à ce jour. Est-ce que finalement ça rajoute une petite dimension stratégique? Comment toi tu as vu un peu cette possibilité d'escale? Écoute, moi je trouve que ces escales pour une première édition sont les bienvenues parce qu'on voit que ça permet à tout le monde presque de finir ce tour du monde. Je pense qu'ici il n'y avait pas eu ces escales, malheureusement il n'y aurait plus qu'un seul concurrent en course. Donc là pour le coup on se serait vraiment ennuyé. Euh, et et puis je trouve que les ultimes sont en train de réussir leur pari. C'est vrai que on était quand même, on a entendu ce petit dialogue et ce petit discours qui consistait à dire qu'ils y arriveraient jamais, que les bateaux dépasseraient pas le cap de Bonne-Espérance. Et si, voilà, on va avoir, je croise les doigts, 5 bateaux à l'arrivée. Donc ils sont en train de réussir leur pari. Et et puis ouais, pour revenir sur le côté un petit peu aventure, je crois que c'est pas que cette course ultime qui bascule dans le côté aventure dans le Grand Sud. C'est vrai à chaque Vendée Globe. Alors c'est vrai qu'il y a une densité on a des groupes étaux, des groupes qui se forment sur le Vendée Globe parce qu'ils sont 40, 30. Mais je crois que la bascule des marins, elle, dans le côté aventure, elle se fait forcément à partir du moment où ils passent le cap de Bonne-Espérance, voire un petit peu avant. Et puis on voit sur le, le visage de ces marins ce que c'est effectivement de traverser les mers du Sud. Hein. Alors malheureusement, je dirais, on manque un peu d'image, on manque un peu. On s'était habitué avec les Ocean Race et les Mediaman d'avoir des bateaux, des vues d'extérieur, de voir vraiment ce que c'est le Grand Sud. Là, il faut s'habituer à voir un peu la tête des marins, leur barbe poussée leur visage s'incruster effectivement à de la fatigue. Et on n'a que ces témoignages-là, mais on voit quand même que Charles peut-être un petit peu moins, mais enfin Armel et Thomas qui se sont livrés une bataille énorme, on voit qu'il y a des cicatrices laissées par le Grand Sud. Alors quand ils vont se raser, sans doute que ça va leur donner un petit coup de frais, mais Armel, moi je l'ai jamais vu aussi marqué. Thomas, sans doute rarement aussi, donc ça laisse des traces. Ouais. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, si tu veux, pour je crois qu'on, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure on ne le disait sans doute pas assez ou insuffisamment, ou pas de manière aussi claire. Yann a une expérience qui a été extrêmement douloureuse dans le Grand Sud, il pourra en parler bien mieux que moi. Mais il faut s'imaginer ce que c'est que d'être par 50, 55, 57, 58 sud, dans le Pacifique, à des milliers de kilomètres de la première rame qui vive, et d'être lancé sur un bateau qui pèse en gros 14-15 tonnes, qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, à 30 ou 35 nœuds, dans la nuit noire. Faut essayer de se projeter. C'est un peu comme si tu étais à l'extérieur d'un cabriolet
le pied sur le volant, tu sais pas trop où tu vas, tu es lancé à 110 à l'heure sur une route caillouteuse avec un ravin de 250 mètres, à pic à ta gauche. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'on alors ils choisissent d'y aller, hein, personne ne les a poussés, mais le degré de performance, le degré de dépassement de soi, le degré d'engagement et le degré d'abnégation qu'il faut pour faire ça, il est exceptionnel. Et je trouve que pour les raisons qu'a indiqué Yann, c'est vrai qu'ils sont tout seuls à bord, donc quand ils ont un peu de temps, j'imagine qu'ils ont envie de dormir ou en tout cas d'essayer de s'endormir, mais le la performance, elle est inouïe. Donc c'est pour ça que j'espère que 5 sur 6 vont arriver parce que, comme le disait Yann, ça fait très longtemps qu'on court derrière ce tour du monde, qu'on a entendu évidemment les Cassandres classiques directs disent qui ont dit que on n'y arriverait jamais. Bon, ça peut éventuellement être un peu français comme réaction. Mais on a aussi calibré cette jauge pour que les bateaux soient en capacité avec leurs marins, de tourner autour du monde en solo. Donc encore une fois, on est encore très loin du compte parce que Eric, il est loin, loin, loin de Brest. Anthony, c'est pareil. Et je trouve que Thomas et Armel ont passé le Cap Horn, donc ils sont rentrés dans des eaux dites un peu plus clémentes ou peut-être plus rassurantes, mais on est encore loin du compte. Charles, il n'a pas passé l'équateur encore. Donc on n'est pas arrivé. Mais oui, il y a au moins 3 bateaux volants qui ont passé Bonne Espérance, Lewin et le Horn en solitaire et en course. Et ça, c'est déjà une victoire. Yann, toi qui as effectivement fait le tour du monde plusieurs fois, à la fois sur le Vendée Globe et sur le Trophée Jules Verne, tu as aussi navigué sur le Maxi Edmond de Rothschild, qui est le bateau de Charles Caudrelier. Tu confirmes que c'est quand même déjà une énorme performance en soi de parcourir les mers du Sud seul sur un bateau comme ça. Est-ce que parfois tu te prends à visualiser ce que vit Charles? Bah ouais, à la fois, je suis envieux et je me dis qu'ils sont dans des grosses machines, et que finalement, par rapport à un IMOCA, c'est presque plus confortable. Par contre, c'est vrai que ce qui me fait plus peur, bah, c'est la dimension physique, le fait d'être sur un multicoque avec beaucoup de toiles, la quasi-incapacité à réparer quoi que ce soit à bord, parce que tout est gros, tout est lourd. Donc, C'est pour ça d'ailleurs, Yann, pardon de t'interrompre, c'est ouais, pour ça que les pit stops étaient, mais c'était impensable de pas en mettre, de les rendre autorisés. C'était impensable. Sur ces machines-là, la moindre réparation, tu peux pas faire ça tout seul. Enfin, tu le sais mieux que moi. ouais, tout à fait, ouais. Mais effectivement, bah du coup, oui, la performance, mais de tous, hein, elle est XXL. Alors certes, c'est vrai que c'est pas encore fini, mais enfin, bon, en tout cas, il fallait avoir une bonne météo. Charles a su en tirer jusqu'à présent le meilleur, même s'il a été stoppé dans sa lancée. On aurait bien aimé tous le voir enrouler le Cap Horn dans un temps record. Mais enfin voilà, la réalité de la météo du Grand Sud l'a rattrapé. Derrière, ça a été dur, hein, Armel, dans son comportement de la Nouvelle-Zélande et puis dans le Grand Sud, dans le Pacifique, ça a laissé des traces. On a vu que c'était pas facile. Il y a eu des plantés. Thomas s'est fait vraiment très peur. Derrière, ça a pas l'air d'être facile non plus. Donc, ouais, une grosse performance de ces marins-là, hein. C'est quand même quelque chose, hein, c'est sûr, de tourner autour de la planète sur ces bateaux-là en solitaire. Un équipage, j'irais, en solitaire, non. À propos de Charles, justement, qui est donc leader, 4500 milles de l'arrivée, là, il est en train de longer les côtes brésiliennes. Quel est un peu ton regard sur sa performance? Il est finalement bien à sa place. Bon, il a eu forcément la réussite que n'ont pas eu les autres, parce que lui n'a rien tapé. Après, il y a aussi d'autres marins qui n'ont pas tapé, mais qui ont eu des problèmes techniques. Est-ce que finalement, cette réussite, elle a été un peu provoquée de la part du Gitana Team, qui est quand même installé sur cette classe ultime depuis des années, qui a mis beaucoup d'années à fiabiliser ce bateau. Yann, on continue avec toi. Ouais, bah c'est sûr que c'est largement mérité, c'est sûr. Ils ont vraiment su tirer parti d'une bonne météo. Ça avait pas l'air, c'est étonnamment quand j'ai eu Charles, ça avait pas l'air si dur que ça, même si le rythme était effréné. Euh, c'est ça qui est hallucinant, hein, c'est que Charles avait pas l'air d'être dans le dur. Maintenant, bah oui, c'est mérité.
Mais pareil derrière, hein, Armel et Sodebo, ils ont tenu des moyennes hallucinantes dans de la mer à plus de 800 000 par 24 heures. Bon, ces machines sont incroyables. Donc ouais, c'est un grand bravo à tous, hein. Il y en a pas un à laisser sur le carreau et qui mérite moins que les autres. Après, c'est sûr, bah voilà, sportivement, il y aura un vainqueur, mais tous ceux qui arriveront, chapeau. Yann, tu connais bien Armel, hein, triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Comme toi, vous avez souvent régaté l'un contre l'autre sur ce circuit Figaro et même en IMOCA. Dans quel état d'esprit tu l'imagines là? Il est à plus de 1700 000, je crois, de Charles Caudrelier. Comment, si tu te mets dans la tête d'Armel aujourd'hui, et comment tu l'imagines? Moi, je le sens, je pense qu'il est chaud bouillant parce que il y a une petite opportunité de diminuer, voire peut-être de diviser par deux la distance qui le sépare de Charles. Là, il y a des bonnes conditions. J'espère qu'il va réussir à rester dedans. Charles, lui, est un peu dans une phase de transition. Il va essayer d'attraper les alizés, mais qui n'ont pas l'air très fortes, alors que Armel, derrière, il a des conditions portantes, certes avec de la mer, mais beaucoup plus favorables que Charles. Donc, je pense qu'il est le couteau entre les dents pour essayer de jouer son va-tout dans la semaine qui suit. On va avoir des écarts qui vont se resserrer. Donc ouais, je le sens chaud, surtout il a Thomas derrière qui est pas loin. En tout cas, même s'il a souffert et il a eu une semaine difficile, je pense que c'est le moment pour lui de rien lâcher, quoi. C'est maintenant que ça va se jouer. Il va savoir dans la semaine qui suit s'il va pouvoir faire son retour à moins de 1000 milles de Charles. C'est pour ça, Axel, que je vais préciser ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. C'est pas, c'est pas, moi, je peux pas, étant administrateur de la classe, ancien DG de la classe, propriétaire d'un des 5 bateaux, c'est pas pensable de dire, je veux que ce soit celui-là qui gagne. Je disais simplement tout à l'heure pour Charles que c'était, je lui souhaite d'aller au bout parce qu'il a fait une course exceptionnelle depuis le départ. Et alors, le facteur chance est toujours important. C'est pas Yann qui me démentira, je pense. Il y a toujours un facteur chance. Mais néanmoins, le fait que ce soit le seul bateau qui ne se soit pas arrêté signe aussi, parce il faut le reconnaître, et le reconnaître à César ce qui est à César. Le Team Gitana, ils font preuve depuis 5 ou 6 ans d'une organisation assez exceptionnelle. Donc le degré de préparation est à la hauteur de l'organisation qu'ils ont mise en place depuis 5-6 ans sur ce bateau-là, qui était un vrai pari, je le rappelle, au départ. Donc, donc c'est pour ça que je doute pas une seconde que Armel scrute la manière dont Charles avance et que s'il a la moindre opportunité de lui damer le pion, évidemment il le fera et évidemment il a raison, tout comme Thomas d'ailleurs, parce que Anto et Eric sont un petit peu plus loin quand même. Mais la bataille des trois de devant, elle va être magnifique à suivre jusqu'à Brest. Et puis comme le disait un illustre marin il y a encore pas très longtemps, avant de gagner une course, faut la finir. Donc, voilà, ça va être canon à suivre jusqu'à Brest. Canon. Exactement, les jeux ne sont pas encore faits. Un petit dernier mot sur l'Arca Ultimate Challenge, Emmanuel. Donc, tu le disais, hein, Ultimate Sailing, la société que tu as fondée avec Mathieu Sarraud, est propriétaire de l'actuel Adagio, le trimaran d'Éric Perron, qui est longtemps resté sur un terre-plein à Lorient. Est-ce que ça a été un soulagement pour vous de le voir partir? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez craint que ce bateau reste sur ce terre-plein à Lorient? Écoute, tu deviens pas propriétaire d'un bateau de course pour qu'il reste sur ses berres. Ça, c'est sûr. Donc, et puis, on est tellement attaché à ce bateau, il a une histoire tellement dingue. Il a été, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui le sauraient pas, c'était le Geronimo de Kersozon en 2001, Thomas le rachète en 2012, le Saucissonne en 40 pour en refaire Sodebo Ultime 3, ou 2 d'ailleurs, je sais plus, 2 ou 3. Et ensuite, actuel, la Quière, ensuite nous,
parce que l'opportunité se présente, et quand à l'arrivée de Brest Atlantique, je vais pas, il y a pas une dimension mystique, hein, mais à l'arrivée de Brest Atlantique, le bateau était le dernier à repartir de Brest vers son port d'attache, et je me suis retrouvé à côté du bateau tout seul sur le ponton, quai Malbert, et en me disant, si un jour je peux, je le ferai parce que j'adore ce bateau, parce qu'il a une histoire justement, et peut-être que dans la course au large d'aujourd'hui, de temps en temps, on peut oublier l'aspect narratif des choses, ou pour se concentrer stricto sensu sur le degré de performance. Il faut pas oublier, Yann le disait très bien, un tour du monde en solitaire sur un bateau de course, ça n'est jamais anodin. C'est pas quelque chose, même si on a le sentiment que ça devient plus fréquent, régulier, et qu'on s'y habitue, on ne peut pas s'habituer à faire un tour du monde en solitaire sur un bateau à voile. C'est pas possible. C'est tellement très au-dessus de ce qu'on peut faire en termes de sport qu'on peut pas s'y habituer. Et donc je m'étais dit, bah si un jour je peux, bon, voilà. Donc oui, ça a été difficile de trouver les financements. Eric a commencé, il a eu du mal, on a fini par l'aider. On a convaincu Adagio un peu tardivement, c'est vrai, mais le bateau, il est en mer. Et le bateau, il est pas au milieu, mais au début du Pacifique, et il s'arrêtait une seule fois à 24 heures pour réparer un safran. Donc ça veut dire que le bateau, il est, je l'espère, je touche du bois, en capacité de faire un deuxième tour du monde dans sa vie numéro 2, parce qu'il a plus grand-chose à voir avec Geronimo, même s'il y a des parties de Geronimo encore à bord. Mais voilà, s'il arrive à Brest, ce sera une satisfaction énorme, après qu'on ait réussi à boucler une route du Rhum. Sur la route du Rhum, il fait 6e au scratch, hein. Et est-ce que vous avez justement... Non, je disais, je veux dire, quand on a procédé à l'acquisition du bateau, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Donc, et moi, je savais que j'étais convaincu, en tout cas, je sais pas si je le savais, mais en tout cas, j'en étais convaincu, qu'on pouvait permettre à des marins qui n'auraient pas forcément accès aux ultimes pour plein de raisons, de pouvoir concourir dans cette classe et traverser l'Atlantique en 7, 8, 9 jours. Bon. Et ben, on a démontré sur la route du Rhum que c'était possible. J'espère qu'on arrivera à démontrer. Je croise vraiment les doigts à peu près H24 depuis le 7 janvier 13h, 13h30. J'espère qu'on arrivera à démontrer que ce bateau est encore capable de tourner autour de la planète en solitaire, en course, en arrivant à Brest, je l'espère, dans le meilleur état possible. Voilà. Pour des budgets qui n'ont pas grand-chose à voir avec les autres écuries. Et est-ce que vous avez déjà une visibilité sur la suite de ce bateau? Est-ce que tu sais si Eric va continuer à naviguer dessus, ou est-ce que vous avez des propositions? Quelle est un peu la suite? Si on l'espère tous qui sera à Brest d'ici un mois, mais est-ce que vous avez un peu de visibilité sur la suite? Alors on nourrit plein d'ambitions pour le bateau. On a toujours eu, et je l'ai toujours dit à la classe, depuis qu'on a fait l'acquisition du bateau, on a un calendrier qui est assez précis. Il est assez probable qu'après la route du Rhum 2026, on lui fasse faire autre chose que de la compétition sportive, parce que là, l'écart de performance entre le reste de la flotte et nous deviendra mécaniquement, et c'est normal, c'est le jeu du sport de haut niveau et de la recherche et développement et de l'avancée technologique des bateaux, le delta de performance sera sans doute trop important. Donc l'idée, c'est qu'on l'emmène jusqu'à la route du Rhum 2026 avec un programme assez singulier qu'on a envie de lui faire faire en 24, 25, 26, dont je ne dirai rien, évidemment, ça ne t'étonnera pas, toi qui me connais un peu, mais l'idée, c'est qu'on l'emmène jusqu'à la route du Rhum 2026. Pour ce qui est d'après la route du Rhum 2026, on verra, mais il est assez probable il ne concourt plus sportivement parlant, j'entends. Et il a plein d'autres choses à faire, ce bateau, mais il peut être un bateau scientifique, il peut être un bateau école, entre guillemets, il peut être un bateau de propriétaire, enfin, il a 1000 vocations à poursuivre son existence. Mais pour le moment, on est dans ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire que 22, il a couru, 23-24, il a couru. On verra en 24-25, il y a 2-3 pistes qui sont ouvertes, avec des intérêts, ai-je cru comprendre depuis quelques semaines, qui s'aiguisent un tout petit peu dans la perspective du Tour du Monde numéro 2. Donc tant mieux, mais ça, on en est encore très loin, et essayons d'y aller step by step. On a fait 22, on est en train de faire 23, j'espère qu'on arrivera au bout. Et puis après, on essaiera de dessiner 24, 25, 26 comme on l'imagine pouvoir le dessiner, et après on verra. Mais pour le moment, c'est pas des dossiers simples, hein. Yann pourra en parler mieux que moi, mais c'est un ultime, c'est pas un dossier simple. Mais en même temps, c'est une jubilation telle de voir ces bateaux naviguer qu'on est prêt à pas mal d'efforts et de compromis.
Yann, on va parler maintenant de tourvoile et de direction de course. Tu as entamé une démarche depuis maintenant quelques mois pour te tourner vers la direction de course, qui ne t'empêche pas encore de naviguer brillamment, comme tu l'as montré avec Johan sur la dernière Transat Jacques Vabre. Raconte-nous un petit peu cette démarche, depuis quand tu songes à ça et quel est un peu ton objectif là-dedans. Eh ben écoute, ça remonte à la Transat Jacques Vabre 2021, je crois, où j'ai ressenti le besoin de passer à autre chose, dans le sens où voilà, j'avais plus envie de courir spécialement après des projets à laquelle j'étais à la tête, que ce soit en IMOCA ou sur d'autres supports. Et je me suis dit, ben, une année sur deux, quand il n'y a pas les trois Java et les courses en équipage, je pourrais faire un petit peu de direction de course, voir si ça me plaît, quoi. Donc, j'ai toujours pas la réponse à 100% de savoir si je ne vais faire que de la direction de course ou si je vais vraiment en faire une activité, on va dire principale de mon métier de demain. J'y vais petit à petit, que ce soit en co-direction de course, que ce soit en tant que directeur de course. Là, ce sera que ma deuxième direction de course. Alors, quand Manuel m'a appelé pour le tour voile, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est un, que c'était en Figaro, et deux, que c'était dans un objectif un peu de transmission vers les jeunes, permettre à un maximum de jeunes d'avoir une petite expérience en côtier course au large. Et puis ouais, le fait que ce soit le tour voile, moi j'en ai fait quelques-uns et moi il y avait un manque quoi depuis que c'était passé en M34. Je trouve qu'on a coupé toute un pan, on avait coupé un pan de l'accessibilité aux jeunes à la course au large. Il restait plus que un passage direct vers la Mini ou vers le Figaro. Je trouve que là, voilà, ça, on va vraiment permettre à un maximum de jeunes d'avoir leur première expérience. Et donc voilà, c'est tout ça qui m'a vraiment séduit et qui m'a donné envie quelque part de prendre le risque d'être directeur de course d'une épreuve comme celle-là. Je sais qu'il y a des risques. Hein. C'est toi le responsable, c'est toi qui dois assurer la sécurité. Il faut vraiment que ça se passe super bien parce qu'on aura des gamins qui ont jamais passé de nuit en mer. Mais voilà, j'étais prêt à prendre ce risque toujours dans l'objectif de transmettre et à permettre à un plus grand nombre de découvrir ce qu'est la course au large. On rappelle effectivement que le tourvoile, après une ou deux années d'absence, je crois, est revenu l'année dernière sur un format différent, surtout sur un support différent, le Figaro Beneteau 3, auquel, tu le rappelles, Yann, tu es particulièrement attaché. Emmanuel, est-ce que tu peux nous faire un rapide bilan de cette première édition en 2023 de la renaissance de ce tourvoile? Alors déjà, si tu oui, bien sûr que je vais te faire un bilan, le plus rapide possible et le plus synthétique possible et juste avant, permets-moi juste de rappeler la genèse du retour, en habitable avec des étapes de ralliement, donc des étapes de nuit et beaucoup de construits et de côtiers, entre 2 villes-étapes. C'est la Fédération française de voile qui s'est dit, me semble-t-il à dessein, la filière de transmission et de formation, elle fonctionne, mais elle pourrait fonctionner encore mieux et le tour voile, ce que vient de dire Yann est un écrin exceptionnel pour ça, pour peu que le support puisse y répondre. Bon. Donc ils ont tapé dans la main avec la classe Figaro Beneteau pour les 3 saisons 23, 24, 25 à minima, de telle manière à ce que le support permette aux jeunes marins de se former à de l'habitable, sur du ralliement et sur du côtier, du construit pour naviguer le plus possible sur une période de 15 jours. Ils ont sollicité les organisateurs, on a gagné la consultation en janvier 2023, donc on a eu 4 mois et demi pour construire le premier tour voile dans sa renaissance en habitable et donc sur le support du Figaro Beneteau 3. On a eu l'immense chance de pouvoir se greffer au Tour de Bretagne à la voile en 2023 pour faire l'acte 1, c'est-à-dire que nous n'avions, Mathieu et moi et toute l'équipe, que l'acte 2 entre guillemets à construire, puisque l'acte 1, on a profité entre guillemets des étapes du Tour de Bretagne à la voile. Et on avait 12 équipages sur l'acte 1 et 14 équipages sur l'acte 2. On a fait naviguer un tout petit peu moins de 100 marins.
qui ont, je crois, de manière assez unanime, apprécié ce format. Et le retour entre guillemets aux sources du tour voile, puisque sur les 12 et 14 équipages de l'acte 1 et de l'acte 2, aujourd'hui, plus de 90% souhaitent revenir cette année. Bon, donc à première vue, c'est qu'ils ont été contents. Et je crois que assez modestement, Claire Renou, Mathieu Sarraud ou moi et tout le reste de l'équipe, alors dans le désordre, je vais pas tous les citer, mais que ce soit Fabrice, Julie, Lucie, Margot, Olivier, Jean-Marie, ils se reconnaîtront, hein, tous les uns comme les autres, et la direction de course avec Jean Coadou, Yvon Poutriquet, Georges Priol, enfin toute l'équipe qu'on a montée assez vite. Je crois qu'on a réussi, je crois que c'est la plus grande satisfaction qu'on avait en dehors de celle des marins, je crois qu'on a réussi à recouvrer ce qui était l'esprit du tour, c'est-à-dire beaucoup de sport, se faire mal, et un esprit assez festif à terre, tout en étant sérieux, parce que les marins ont été vraiment pour le coup très rigoureux, parce qu'ils ont fait une grande et belle fête à l'issue du tour, mais pendant les étapes, ils étaient pour le coup assez focus sur ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire naviguer le plus proprement possible entre deux villes étapes, naviguer le plus proprement possible, le plus efficacement possible sur les construits et les côtiers, nous on était assez bluffés avec Mathieu sur le degré de maturité des marins, même ceux qui avaient 18, 20, 22 ou 24 ans. Et je prends souvent cet exemple que je vais redonner, l'équipage vainqueur, donc celui de Paul Morvan. Moi, j'étais assez subjugué par leur degré de préparation, leur degré de compétence sur l'eau et de leur régularité et la manière dont ils géraient le projet à terre. Je n'ai jamais vu Paul arriver à l'issue d'une journée, ne pas débriefer avec son équipe dans le bateau tout de suite et demander à son équipe d'aller se reposer vite pour préparer les régates du lendemain. Donc voilà, c'était vraiment super chouette et donc on repart cette année puisqu'on est aussi mandaté pour 3 années par la Fédération française de voile et la classe Figaro Beneteau en 23, 24, 25. Et je finirai évidemment par Yann, on fait des bons de cabri depuis le mois de janvier, puis qui nous a dit oui avec Mathieu et moi. On s'est dit s'il nous dit oui, c'est canon parce que en gros, pour les marins, de quoi on peut rêver, est-ce qu'on peut rêver mieux qu'un triple vainqueur de la solitaire du Figaro qui a envie de transmettre? Bon, bah Yann y répond à ces deux canons-là et c'est juste génial. Nous, on est ravis, vraiment 1000 fois ravis. On lui a dit 15 fois déjà. Et pour les marins, c'est canon parce qu'ils auront un maître Jedi, quoi. Voilà. On va demander au maître Jedi de nous raconter un peu, de nous dire un peu à quoi va ressembler cette édition 2024 du Tour Voile, Yann. Eh ben écoute, entre les villes étapes donc décidées par Ultim Sailing et le souhait des marins de l'année dernière d'avoir une intensité encore un petit peu plus élevée, eh ben on va essayer de leur donner ça, c'est-à-dire que on va mettre encore un peu plus d'intensité, sans doute que les jours où il y a des parcours construits ou des petits côtiers et qu'on enchaîne avec un départ pour 24 heures de mer, il y aura pas de temps mort, y compris pareil aux arrivées. Bon, ce sera à juger avec l'état de fatigue de tous. Hein, on va voir un petit peu qui postule sur cette course. Mais enfin, en tout cas, voilà, augmenter l'intensité. Et puis l'idée, c'est d'avoir au moins une nuit en mer par étape de ralliement, hein, pour leur permettre à chaque fois de découvrir la navigation au large de nuit. Donc voilà, c'est un parcours qui est pas facile parce qu'on va être dans le nord de la France et des conditions de mer qui sont pas évidentes, qui me font un peu stresser moi en tant que directeur de course. Il y a pas mal de bancs de sable, il y a pas mal de trafic maritime. C'est assez piégeux, beaucoup de courants. Alors c'est vrai qu'il y a pas énorme de cailloux, quoique une fois qu'on aura passé le Cap Griné, on aura aussi du caillou. Enfin voilà, c'est des conditions qui sont pas évidentes pour des jeunes marins et pour un directeur de course. Donc bon, j'espère que la météo va être sympa, mais ouais, ça va être intense et chaud et ça va être dur. Donc ça va remettre à rude épreuve les équipages. Et pour prolonger, Axel, le propos d'Yann, je subodore que derrière ta question, il y a le dévoilement du parcours. Bah oui, c'est le moment de le faire. Qu'évidemment, parce que oui, parce qu'évidemment, comme tu me connais bien, tu seras pas surpris de ma réponse, tu ne l'auras pas. Ce qu'on peut dire, c'est que le grand départ, c'est Dunkerque. La grande arrivée jusqu'au 4, enfin, du 11 au 14 juillet, ce sera à 5K dans le tout début des Côtes d'Armor.
Et qu'entre les 2, c'est pas une volonté de faire du teasing pour faire du teasing. Il se trouve qu'on est en négo avec une dernière ville, une toute dernière ville. Entre Dunkerque et Saint-Cal, la totalité des villes, on est OK. Il y a une dernière ville avec laquelle, il faut discuter encore un petit peu et donc on ne souhaite pas, si tu veux, donner, 3 villes sur 4 ou 4 villes sur 5. On donne tout ou on donne pas. Donc mais ce qui est sûr, c'est que et ce qui est très important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que quand on parle de Tour voile, donc de Tour de France à la voile, on peut imaginer qu'on part de Dunkerque et qu'on arrive à Nice. Bon, en l'occurrence, l'époque est ce qu'elle est et on est sur des temps qui sont plus courts. Aujourd'hui, organiser un tour voile sur un temps d'un mois comme c'était à l'époque, c'est très difficile pour plein de raisons, budgétaires, de temporalité de saison, donc c'est compliqué. Donc dans le cahier des charges que la Fédé et la Classe Figaro nous ont, assigné, c'était de faire un tour sur 15 jours et il se trouve qu'on a, le deuxième ou troisième littoral le plus important maritime au monde. Donc on a la chance d'avoir 3 façades magnifiques, la Manche, l'Atlantique et la Med, et que sur des cycles de 3 ans, l'idée c'est de faire une année la façade Atlantique, une année la façade Manche et une autre année la façade Med. Donc et on aura bouclé sur 3 années un Tour de France complet. Donc là, cette année c'est la Manche, donc on part de Dunkerque et on arrive à Saint-Cas, donc c'est l'année Manche. Et on aura, comme le disait Yann, un parcours pour le coup très technique, très piégeux et vraiment intéressant en termes de formation parce qu'ils vont apprendre plein de choses sur l'eau entre Dunkerque et Saint-Quay. Yann, tu le disais tout à l'heure, tu n'es pas encore, tu ne sais pas encore si ce poste, ce métier de directeur de course sera le tien à plein temps ou pas dans les années à venir. Est-ce que tu te vois à un peu plus moyen ou long terme officier comme un Jacques Carès, comme un Francis Le Goff, comme un Guillaume Rotet actuellement sur l'Arkea Ultimate Challenge, sur des grandes courses comme ça? Je crois que tu as vu le film Le Monstre qui raconte les coulisses de la Transat Jacques Vabre qui est actuellement en tournée sur le Sailors Film Festival. Je crois que tu l'as vu. Est-ce que tu as bien vu à quoi peut être confronté un directeur de course comme Francis Le Goff sur la dernière Transat Jacques Vabre? Est-ce que quand tu vois ça, ça te donne envie ou justement ça te fait hésiter? Bon bah ça me fait carrément hésiter, hein. C'est clair que le poste est hyper exposé, notamment sur les courses multiclasses. Euh, donc non, c'est clair que ça donne pas vraiment envie. Euh, mais c'est un des problèmes, hein, d'ailleurs, je pense, hein, à long terme de la direction de course, c'est qu'on a beaucoup de demandes et très peu de candidats. Et je pense que Manuel pourra en témoigner. C'est extrêmement difficile de trouver des directeurs de course. On a un colloque des directeurs de course la semaine prochaine, donc, que j'attends avec impatience. Je pourrais pas être présent toute la durée du colloque, mais je crois qu'on a entre coureurs, entre directeurs de course et avec les organisateurs et la fédération, on a un gros travail à réaliser pour rendre ce métier viable, quoi. Parce qu'en gros aujourd'hui, on a toutes les responsabilités, on est, par contre, on est mal payé et on a beaucoup trop de responsabilités. Le champ des compétences et des responsabilités est beaucoup trop grand. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand je vois ce film, quand je vois la difficulté qu'a eu toute l'équipe de Francis à organiser cette Jacques Vabre, voilà, il y a tout un pan, en tout cas, du métier qui me dit pas du tout et qui, je pense, voilà, va falloir mieux répartir les responsabilités dans l'organisation d'une course. Emmanuel, tu voulais réagir pour confirmer que Yann Elias était mal payé? Non. Non, je crois pas parce que alors il se trouve qu'avec non, je crois pas, mais il se trouve qu'avec Mathieu, je réagissais sur ce que disait Yann sur la difficulté à avoir des directeurs de course parce que celles et ceux qui nous écoutent connaissent forcément ça, et puis celles et ceux qui ne le connaissent pas le connaîtront après. Il y a des catégories dans les directeurs de course. Il y a une catégorie B, une catégorie A, en fonction des différents parcours des différentes courses qu'un directeur de course peut avoir, dont un directeur de course peut avoir la responsabilité. Mais il y a deux petites choses que je voulais préciser, c'est que je pense que je ne sais pas ce qui sera dit au colloque et j'attends évidemment les restitutions avec, comme Yann, beaucoup d'intérêt. La seule chose que Mathieu et moi on est convaincus de ça,
c'est que c'est à chacun son métier. Le directeur de course, il est là pour gérer la partie sportive. Punto. Si on lui demande de gérer une interaction avec des sponsors, avec des financeurs, et de gérer un périmètre de responsabilité qui n'est pas le sien, ben forcément on donnera pas envie aux uns et aux autres de s'engager. Donc j'espère que le travail qui est entamé et qui est vraiment important est de périmétrer peut-être un peu mieux ou peut-être préciser le périmètre de responsabilité d'un directeur de course de telle manière à ce qu'il soit focus sur son domaine de prédilection et pour moi unique, qui est le domaine sportif. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est pour ça qu'on est ravi que Yann ait dit oui à notre indécente proposition, c'est que c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Hubert Lemonnier sur le trophée Banque Populaire Grand Ouest que tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure, en 2022. Quand on cherchait un directeur de course, on en a discuté avec la Fédération française de voile qui gère la catégorisation des directeurs de course en B ou en A, et qui entérine les capacités des uns ou des autres d'être en B ou d'être en A. Donc c'est sous leur égide, sous l'égide fédérale. Et il se trouve que on avait dit, bah, on aimerait bien que Hubert soit le directeur de course du Trophée BPGO. C'est une course de 800 000. Est-ce qu'il peut la faire Bon, et la Fédé a dit, bah ok, comme c'est une catégorie B, bah, on vous autorise à le faire. Et nous, ce qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'on participe de l'épaississement d'expérience d'Hubert pour que à moyen ou à long terme, il puisse avoir une direction de course d'une grande épreuve. Bon, il me semble qu'il est le directeur de course du Vendée Globe cette année, et on est vraiment ravis à la fois pour lui et pour la course au large parce que il y a un directeur de course qui a entre guillemets gagné un supplémentaire. Et ben si avec Yann ça peut être pareil, et s'il prend plaisir à s'occuper du tour voile et à faire ce métier de directeur de course comme nous organisateurs on l'entend, c'est-à-dire qu'on n'ira jamais l'emmerder sur des sujets qui sont pas les siens, jamais. C'est une promesse qu'on lui a faite. Je crois que tu peux en attester, Yann. C'est parce que et c'est pas une promesse vaine ou de forme. C'est une conviction que Mathieu et moi on a. C'est qu'on a nous notre métier et on laisse le directeur de course s'occuper du domaine sportif. Et sur le tour voile, il a bien à faire à s'occuper du sportif et on gère le reste en intelligence parce que chacun son métier, chacun sa place. Et tu n'entendras jamais Mathieu ou moi commenter un parcours quand ça relève du directeur de course. Jamais. C'est pas notre métier. Notre métier, nous, c'est de créer un écrin le plus favorable possible pour que le DC et les concurrents, le jury, le comité et les partenaires soient contents de la copie finale. C'est pas de savoir si la banane X, elle doit être là, ou la banane Y, elle doit être ailleurs. C'est pas notre métier. Yann, cette année, du coup, c'est directeur de course du Tour Voile. Est-ce que tu as d'autres directions de course en vue et est-ce que surtout tu as des navigations prévues, hein? Tu restes aussi encore un marin. Est-ce que tu vas accompagner, par exemple, des marins pour préparer le Vendée Globe? Est-ce que il y a des trophées Jules Verne en fin d'année? Est-ce que ça pourrait être une option? Quels sont un peu tes objectifs autres que la direction de course sur cette année 2024? Et ben déjà, c'est donner un coup de main au pôle Finistère course au large, toujours dans la transmission. Là, ça fait le deuxième stage auquel je participe pour former les jeunes figaristes à la solitaire du Figaro qui arrivera fin août. Donc là, je crois que je vais participer au moins à 4 stages. Pareil, un petit peu de transmission et du coaching toujours en IMOCA, mais toujours sous l'égide du pôle Finistère course au large. Ce sera pas directement avec un coureur en particulier. Un petit peu de navigation en Figaro Beneteau 3 sur le trophée Laura Verne et le trophée BPGO, qui sont les deux courses en double en Figaro Beneteau 3 avec un jeune coureur. On n'a pas encore fait l'annonce, mais voilà, en tout cas, je serai sur l'eau. Et puis, sans doute un peu de multi 50, je lorgne sur la route des Terre-Neuve. Ouais. J'ai un coureur là qui m'a confirmé son intérêt et moi carrément j'ai envie d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai envie de naviguer sur ces petites machines là et de traverser l'Atlantique, donc je pense que ça va se faire. Et Il puis ne supportera plus à la fin de l'année. et ensuite un peu peut-être de classe 40 aussi sur la Normandie Challenge Race. J'ai plusieurs demandes et ça m'intéresse. Donc voilà une année finalement bien remplie entre coaching, direction de course et navigation en double en équipage. Voilà, je suis comblé.
Bon, eh ben, très bien. Emmanuel, on va terminer rapidement avec les 2 autres courses que vous allez 3 autres courses, quoi, cette année que vous allez organiser, en particulier, la 2e édition du Trophée Banque Populaire Grand Ouest. Est-ce que tu peux rapidement nous dire en quoi elle va consister, le parcours et quand ça se passe? Alors, c'est gentil, je vais essayer d'être court sur les nouveautés 2024. Euh, le trophée Banque Populaire Grand Ouest, et là aussi rendre à César ce qui est à César, c'est une idée de Mathieu qui est très attaché aux îles du Ponant pour plein de raisons, et a considéré à juste titre que c'était un parcours idéal pour les Figaro. Et quand on en a parlé tous les deux, je lui ai dit c'est canon, on va la pousser parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment chouette cette course. Et donc on a lancé Ultime Selling avec cette course en octobre 2021. On en a parlé au patron de l'époque, Maurice Bourrigaud de Banque Populaire Grand Ouest, qui nous a dit je vous suis, c'est canon, on y va. Et donc on l'a lancé en quelques mois, vraiment à peine, avec l'appui des équipes de BPGO qui ont été franchement canon. Euh, et on était à l'académie en fait parce que cette course est rentrée dans le circuit académie de la classe Figaro Beneteau, qui a été créé la même année en 2022. Et je crois que les 12 marins, les 12 équipages, donc les 24 marins qui ont fait le trophée BPGO 2022 ont été tellement contents qu'ils l'ont fait savoir. Et la classe a vu ce qu'on avait produit et je crois qu'elle était contente aussi. Et donc du coup, on a rempilé pour 2024. On partira toujours de Concarneau et on rentrera à Concarneau en enroulant 13 des 15 îles du Ponant, donc de Chauseb le plus au nord jusqu'à l'île d'Aix le plus au sud. Et les 2 ou 3 bonnes nouvelles de cette année, c'est que on est au championnat de France élite course au large, donc on a quitté le domaine académique pour intégrer le championnat de France élite course au large. Ce sera la seule course en double du championnat de France. Elle a le même coefficient, c'est-à-dire un coef 2, que toutes les autres courses de l'année, évidemment hormis la solitaire, mais toutes les autres courses de l'année sont coef 2 et nous on est aussi coef 2 et c'est la seule course en double. Et on a aujourd'hui des marques d'intérêt qui sont vraiment jubilatoires pour nous parce qu'il y a beaucoup de marins qui l'ont mise à leur programme. Donc je vais pas donner de chiffres aujourd'hui parce que c'est encore un tout petit peu tôt. Et je serais pas surpris si on doublait à minima le nombre de bateaux au départ par rapport à 2022. Tu nous donnes la date de Donc départ? ce sera, je l'espère, une très grande fête. Ça se déroule, le trophée se déroulera cette année du 15 au 25 mai D'accord. Euh, 2024 au départ et l'arrivée de Concarneau, toujours. Très bien. Il y a aussi une course avant en classe 40, la Nidji 40, départ, si je ne me trompe pas, le dimanche 8 avril de Belle-Île à destination de Marie-Galante, donc course en double ou en équipage, hein, si je ne me trompe pas, tu vas me confirmer. Pourquoi la création de cette course qui va rentrer un petit peu aussi en confrontation avec la Transat anglaise que disputeront également les classes 40? Alors, ça n'est pas le dimanche 8, mais le dimanche 7. Mais à coup pas. Et ça n'est pas en double, c'est en triple. Mais Ah, sinon tu y étais presque. Non, alors c'est très simple. D'abord, on est en confrontation avec personne, d'une part. D'autre part, c'était une discussion qui vient d'assez loin avec la classe 40 et qui réflexion croisée chez eux d'abord. Avec une demande exprimée et chez nous ensuite qui rejoignait leur réflexion en disant vous n'avez pas d'événement à vous, vous concourez la majeure partie du temps en dehors de la NCR et de quelques courses que les classes 40 font, mais de manière peut-être un peu plus confidentielle. Vous faites souvent des multiclasses et donc du coup, comme vous concourez à côté des IMOCA, des Ocean 50 et des Ultimes, bah, de facto, on parle beaucoup des autres et peut-être un peu moins de vous. Donc est-ce qu'il serait pas temps de... Bon. Et ça rejoignait évidemment leur réflexion depuis de nombreuses années. Hein. C'est pas sorti du chapeau comme ça. Et il se trouve que parallèlement à ça, le patron et fondateur de la marque Niji, qui est très attaché au domaine de la mer, à la course au large et notamment à quelques îles, tout ça s'est rejoint dans un concert tout à fait harmonieux et on s'est dit bah allons-y, et tout le monde a dit allons-y. Et aujourd'hui, donc c'est effectivement une course qui reliera Belle-Île-en-Mer à Marie-Galante,
donc du Morbihan jusqu'aux Antilles, avec une réflexion qui a été de dire comment peut-on être, on n'en fait pas une martingale parce qu'on n'est pas trop comme ça avec Mathieu, mais on s'est dit comment faire en sorte que les bateaux reviennent à leur port d'attache par la voie maritime et non pas par un mode alternatif de retour en France. Et donc on a dessiné ce parcours et à cette date de telle manière à ce que, et ça depuis plus d'1 an, donc c'est pas nouveau, c'est pour ça que je parle pas de, à aucun moment il y a de la confrontation avec qui que ce soit, je leur dirai autant de fois que nécessaire. Donc il y a un parcours qui part le 7 avril et qui va arriver aux alentours du 20, 21, 22, 23 avril à Marie-Galante. Ensuite il y a une course historique que les classes 40 font, qui est l'Atlantic Cup, qui parle du sud de la côte est des États-Unis pour remonter jusqu'à Newport. Donc ça, dans le courant du mois de mai. Et ensuite, ça n'aura échappé à personne. Il y a une Québec-Saint-Malo qui part de Québec et qui rentre à Saint-Malo, donc à quelques dizaines de milles des ports d'attache des classes 40 au début du mois de juillet. Donc il y a un vrai triangle atlantique qui est dessiné avec les 3 épreuves. Et l'idée, c'est que tous les 4 ans, on ait ce triangle atlantique qui permette, aux bateaux de courir en étant entre guillemets les stars de la piste, et qui permet de rentrer en France par la voie naturelle d'un bateau de course, c'est-à-dire par la mer. Très bien. Donc il n'y aura pas de confrontation, mais il y aura le choix entre faire la transat anglaise départ le 28 avril de Lorient en solitaire ou la NG 40 en triple départ le 7 avril de Belle-Île-en-Mer. Yann, si tu avais le choix entre l'une et l'autre, tu ferais laquelle ? Bah, je choisirais forcément la Transat anglaise, hein, parce que c'est une course mythique qui a été fait partie de l'histoire. Donc, je comprends que les coureurs soient attirés par la Niji, parce que c'est effectivement il y a du soleil, il va faire beau. Mais non, moi je ferais la Transat anglaise parce que le parcours est quand même sympa. On arrive direct en Amérique du Nord. Et je pense qu'elle est pas si engagée que ça. De mémoire, quand je l'ai faite en IMOCA, j'ai pas de souvenir de m'être fait vraiment tabasser fort. Et puis moi j'en ai marre en fait en fait, ce parcours là, Europe, les Antilles là, il y a plus que ça, la route du Rhum, Jacques Vabre. Ouais, il faut un peu de changement quoi. Essayer de traverser l'Atlantique d'une autre manière que par la voie des Alizés. Voilà, pour toutes ces raisons, excuse-moi Manu, mais je participe à l'autre course. Je trouve que la réponse de Yann est parfaite. Ça vient nourrir le fait qu'il n'y a pas de confrontation particulière. Il y a surtout une complémentarité des deux. C'est que nous, on a imaginé, en corrélation très forte avec la classe, une course plutôt de portant, parce qu'on s'est un peu aussi intéressé à l'architecture des bateaux, notamment des plus récents, et il me semble que ce sont plutôt des bateaux de portant et non pas de près, et que voilà, au retour du défi atlantique, au retour de la route du Rhum, quand les classes 40 qui ont fait ce défi atlantique sont remontées des Antilles en passant par les Açores et en arrivant sur le littoral français à 3 par bateau, ils ont dit c'est le format idéal pour tirer la quintessence de la performance de ces bateaux. Donc c'est pour ça, je trouve que, et alors pour le coup, on pourra pas taxer Yann d'être inféodé à qui que ce soit, parce que s'il avait voulu nous faire plaisir, il aurait pas eu la réponse qu'il a eue. Donc et c'est très bien comme ça, et on a un dialogue on a un dialogue qui est franc, très ouvert, et on ne souhaite que travailler comme ça avec Mathieu, avec qui que ce soit. Donc c'est parfait, et donc ça vient bien encore une fois nourrir le fait qu'il n'y a pas de confrontation particulière. Il y a 2 formats de course différents avec des bateaux moi, quelqu'un qui veut faire du solo, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'ai dit, t'as bien raison. Si tu veux faire le Rhum, je sais par exemple qu'un garçon comme Aurélien Ducrot, qui fera la Transat CIC, il veut faire du solo. Bah, super. Il y a une offre pour faire du solo. Et d'autres veulent se tirer la bourre à 105% des polaires sur un parcours qui est, me semble-t-il, peut-être pas plus fait, mais pas moins en tout cas, pour les nouveaux bateaux, c'est-à-dire faire du portant. Hein. Eh bien, c'est bien. La complémentarité fera qu'il y aura, j'imagine, une bonne quinzaine de bateaux sur les 2 courses, et tant mieux. Messieurs, merci beaucoup pour d'avoir répondu présent à cette invitation. On va bien évidemment continuer à suivre l'Arkea Ultime Challenge Brest cette semaine, tout comme on suivra le Trophée Banque Populaire Grand Ouest, la NIT 40, la Transat anglaise, le Tour Voile, et j'en passe cette année. Le programme est très chargé pour vous aussi. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Très bonne journée, et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 152e épisode de Pause Report. Bonne journée.
Merci Axel, bonne journée. Ciao, bonne nuit à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!